La mutinerie des 21, 22, 23 mars 2012 m'a mis dans tous les états. Quelles étaient les chances pour que les deux protagonistes s'adressent à moi presque simultanément? 1 sur 100, 1000, à 1 million. Combien de Maliens avaient reçu l'appel à l'aide des deux protagonistes au même moment? Aucun, comme j'allais le voir rapidement. J'étais choqué, mais il fallait se mettre en mouvement. Il fallait faire taire les armes le plus vite possible sans se faire canarder, pris entre deux feux au sens propre et au sens figuré. C'est pas un hasard si mes amis ont évité ma maison jusqu'au retour au calme grâce au retour des mutins dans les casernes, pour lequel je remercie sincèrement le lieutenant Amadou Konaré et ses hommes, à mon nom propre et au nom de tous les notables de Bamako. J'ai vu les mutins se faire doubler par le capitaine Sanogo, exactement comme l'AEM l'a été par Oumar Meriko, le peureux et ignorant fugitif opposé à la révolution qui était allé se cacher jusqu'à Abidjan en se désolidarisant officiellement et officieusement de l'AEM au pire moment de son existence. C'était trop pénible, la mutinerie après le retour au calme, à l'image de l'AEM après le 26 mars 1991 jusqu'à mon départ du bureau de coordination en octobre 1993 et du Mali le 23 décembre 1993. Trop de mauvais souvenirs. Aucun d'un deux camps n'était au courant que j'étais en contact avec l'adversaire. Aucun camp ne savait que l'autre camp m'appelait clairement à prendre la tête du pays. Le pouvoir se prend, ça ne se donne pas. Je ne voulais être ni l'otage, ni l'obligé des uns et des autres, une fois au pouvoir. J'ai un projet précis pour le Mali, un honneur à préserver, et des engagements clairs à tenir face aux martyrs et nos ancêtres, face au peuple malien tout entier, et face à Dieu. On m'offrait presque sur un plateau la chance d'accomplir mon rêve de petit garçon de 6 ans et demi qui enseignait à ses camarades tout en rêvant de devenir président. C'était très difficile aux premières heures de la mutinerie le 21 mars 2012. Les coups de feu interrompaient ma réflexion de façon intempestive. Je ne savais pas quoi penser avant de commencer à agir, sauf que je ne voulais pas prendre le pouvoir dans ces conditions avec une armée et un peuple divisés. La priorité était le retour au calme afin de permettre aux institutions de la République de fonctionner normalement. J'avais besoin de comprendre très vite. J'avais besoin d'une vue claire de l'échiquier avant de commencer à bouger les pions. J'ai compris que chacun n'avait vraiment besoin de mes services, et chaque camp était venu à moi de bon cœur et sans aucun piège. Il fallait être dès lors digne de la confiance de mes frères en armes. L'échec était interdit. Je croyais d'abord que c'était un coup de ATT lui-même, il en est capable. Ensuite j'ai pensé que c'était Moussa qui voulait prendre sa revanche. Lui aussi est très rancunier. Mais j'ai vite écarté très vite aussi bien Moussa que son ancien protégé ATT. Ils n'étaient pas en train de se battre entre eux. Ils n'étaient pas en train de me piéger ni l'un ni l'autre. L'un comme l'autre pouvaient avoir des rancœurs contre moi, à cause de leur ambition démesurée. Qui s'assemble se ressemble. C'est pas étonnant qu'ATT puisse ressembler à Moussa dans certains aspects. Tous les deux sont parachutistes. ATT était l'homme de confiance de Moussa, c'est pourquoi il commandait la garde présidentielle. Le très respecté général Mamadou Koulibaly, ministre de la Défense, était un homme de confiance de Moussa aussi. Ton ministre a créé une commission ad hoc entre le régime et l'AEM en brandissant une pancarte rouge sous tes yeux, mais tu n'as pas compris le signe qu'il te faisait. C'est toi qui t'es fait partir tout seul. Si tu n'avais pas jeté ton armée dehors, tu serais peut-être encore au pouvoir. Tu faisais trop peur à tes hommes. Je voulais que tu sortes ton armée pour te battre plus facilement, ai-je dit à Moussa lors de notre rencontre en 2009. En réalité, on tenait Moussa depuis le 17 mars 1991 et la décision unanime du comité directeur pour la fin du régime de Moussa avant l'arrivée du multipartisme, car nous craignons d'être abandonnés par le peuple par la faute de la classe politique dont certains leaders attendaient simplement que Moussa leur tende la main dans un gouvernement d'union nationale comme on l'a vu avec ATT servant le buffet gratuit à l'ensemble de la classe politique malienne affamée pendant ses 10 ans de pouvoir.
S'il ne bougeait pas le 22 mars 1991, nous allions mettre à sac la ville de Bamako et toutes les villes même moyennes du pays, jour après jour, jusqu'à ce que la population excédée réclame son départ, car il se serait montré incapable de la protéger et de protéger ses biens. Nous aussi on avait nos affamés avec la masse de chômeurs, d'étudiants et d'élèves pauvres qui ne demandaient qu'à se servir librement dans les magasins ou même dans les bureaux du trésor du pays pour acheter à manger, et pourquoi pas, des armes nous aussi afin de nous protéger nous-mêmes si ça traînait trop. Mais personne dans l'entourage de Moussa n'osait lui dire de quitter le pouvoir. Seuls les conseillers civils du président pouvaient l'aider. Le premier officier qui osait lui dire de quitter sagement le pouvoir était fini comme Kissima, Karim et Tiekoro. C'est ça le problème avec les régimes militaires. Les conflits se règlent avec les armes et la violence. La violence n'est bonne pour personne, ni pour les militaires, ni pour le peuple. En termes de violence, même mes frères soldats ont peur de moi. C'est trop facile la violence. C'est pourquoi je l'évite, sinon je suis très intelligent, ce qui peut me permettre d'être plus violent que la plupart des gens, si je décide vraiment et calmement d'utiliser la violence face à un problème. J'ai toujours été calme, patient, très tolérant, et toujours en quête de paix et de sérénité pour les autres et pour moi-même, mais je n'oublie rien. C'est aussi pourquoi il faut éviter de me chercher des misères de façon incessante. Je croyais que ATT voulait ma peau et qu'il était derrière la mutinerie pour m'attirer dans un guet-apens politico-militaire qui aurait mis fin définitivement au processus démocratique. Si les vivants ne me punissaient pas, alors ce sont les cadavres des martyrs qui viendraient m'assassiner dans mon sommeil. J'avais des raisons de me méfier de ATT et surtout de son entourage. Certains lui conseillaient, comme en 1992, de garder le pouvoir ou de tout faire pour une transition. Togo m'avait prévenu mais il était loin de ATT, isolé dans son bureau de conseiller à la communication au ministère de la Défense. Il est le seul capable à balancer des vérités crues ou de dire le fond de sa pensée devant n'importe qui. Il est con en apparence seulement, mais il est toujours de bon cœur et il est très loyal. Amadou Toumani Touré, un enseignant déguisé en soldat ou un soldat et un enseignant dans la même peau. C'est la question que je me suis toujours posée sur lui. Les deux à la fois probablement, et c'est qui le rend dangereux pour n'importe quel adversaire. Lui il a deux terrains de jeu contrairement aux autres. Il a la tchatche comme personne au plus haut niveau au sein de la classe politique malienne. Devant un micro, il est capable de soulever les foules comme un Adolf Hitler. Il est le plus doué et le plus fort en politique parmi les civils et militaires réunis depuis 30 ans. C'est un séducteur, homme de consensus, un tribun hors pair. Je savais qu'il avait 95% de la classe politique derrière lui en 1992. Il avait au moins plus de 70% de la jeunesse scolarisée et non scolarisée dans sa poche également. Il parlait aisément au moins 4 langues, bambara, peul, sonré, français. Moi-même je l'enviais beaucoup pour ça. Il était épatant lors de la clôture de la conférence nationale le 14 août 1991, mélangeant les langues nationales à souhait, devant 3000 délégués au Palais de la Culture, retransmis en direct à la radio et à la télévision en plus. Il dégageait un magnétisme extraordinaire. Il avait le peuple à sa botte, mais il n'avait pas la loi de son côté. Il n'avait pas l'armée non plus avec lui en réalité. Il n'a vraiment jamais eu la même popularité au sein du peuple qu'au sein de l'armée. Il n'aurait pas terminé son premier mandat à la place de 1992 à 1997. Jamais. Même depuis sa prison, Moussa restait un énorme danger pour lui, en plus des requins affamés de la classe politique. Il serait une cible facile de tous les leaders oubliés au bord de la route. ATT croyait que j'étais son ennemi alors que j'étais son seul vrai ami. Il l'a compris hélas trop tard le 21 janvier 2012 quand tout était fini pour lui. C'est terrible n'est-ce pas? Les bouffons autour de lui se sont servis de la mort de mon frère Siaka pour nous tourner l'un contre l'autre. Je ne connais pas les circonstances exactes de la mort de Siaka et de ses hommes en parachute. Il était l'expert en close combat au sein de la compagnie parachutiste.
Il a arrêté Moussa Traoré et Oumar Diallo plus tard sans tirer un seul coup de feu. C'était le protecteur de Amadou Toumani Touré. ATT le savait, comme il savait également que Siaka n'avait aucun goût pour le pouvoir ou pour l'argent, ou pour la célébrité. Il était réservé, introverti, timide, zéro qualité pour la politique. Même si les apparences sont contre ATT en tant que président à l'époque, je ne crois pas qu'il soit de près ou de loin mêlé à la mort de Siaka Koné. Je suis bien placé pour savoir que le président n'est pas au courant de tout. Certains agissent dans le dos du président sachant très bien qu'ils ne seront pas interrogés. C'est le cas de mon exclusion arbitraire de l'ENI par le ministre de l'Éducation Baba Hakim Edara de l'USRDA. Alpha n'était pas au courant. Certains parmi ses camarades voulaient faire payer à Alpha sa participation au gouvernement de Moussa en 1979, en tant que ministre de la Jeunesse et des Sports. Il est possible que ATT soit aussi touché par la disparition de Siaka. Siaka était son protecteur et l'un de ses hommes de confiance. La mort de Siaka peut être un banal accident, surtout quand on connaît l'état défectueux du matériel de l'armée malienne qui est l'une des premières victimes de la corruption et de l'impunité dans le pays. La thèse de l'accident est plus plausible. On a vu des hélicoptères de cette armée exploser à l'atterrissage tuant bêtement des soldats et des officiers dont la formation a coûté très cher au budget de l'État sans oublier la souffrance et parfois la misère des veuves et des orphelins laissés derrière les victimes. Dans tous les cas, il est mort dignement en faisant son travail. Pour un soldat, on ne peut demander mieux. J'ai parlé de la mort de Siaka avec Moussa et Mariam en 2009, en disant que je n'avais aucune haine et que peu importe ce qui s'est passé, accident ou pas, je laisse la justice divine faire son travail. Ça aurait pu être en réalité l'œuvre de Moussa aussi cherchant à se venger de Siaka qui n'avait pas le droit de l'arrêter compte tenu des liens sacrés qui les lient. J'ai dit à Moussa, Siaka s'est suicidé en t'arrêtant. Comme tous tes hommes participant à ton arrestation et qui te sont restés fidèles jusqu'à ton erreur fatale du 22 mars 1991, Siaka t'a arrêté pour le Mali et non pour lui ou pour quelqu'un d'autre en dehors du peuple malien. Je pardonne la mort de Siaka. Ce n'est la faute de personne. Tout le monde sait que Siaka avait déjà préparé le coup pour arrêter Moussa avant que son supérieur direct ATT ne l'apprenne pour se joindre à eux et qui a fait venir les autres officiers supérieurs pour participer. Selon les rumeurs, Siaka tenait Moussa à son insu dès 11h du matin le 25 mars 1991. Il attendait juste la nuit pour aller le cueillir. Il avait remplacé les gardes au palais avec ses propres hommes qui étaient tous dans le coup avant de prendre leur poste à Koulouba le lundi 25 mars à 11h du matin. Le soir, il est allé tranquillement chercher Moussa dans son salon sans tirer un coup de feu, avec toute l'armée derrière lui, grâce à lui-même et à ATT son chef. Ils ont été les deux éléments clés de l'arrestation de Moussa. Siaka est mort, il faut protéger Amadou. Il faut que tous les Maliens civils et militaires veillent sur lui pour le sacrifice consenti et l'immense service rendu au Mali. ATT est un enseignant déguisé en parachutiste. Il battait n'importe quel enseignant en politique. Il bat même Alpha Oumar Konaré qui a oublié qu'il était une fois installé à Koulouba. Il a refusé de travailler lui aussi. Peut-être que Ibrahim qui habitait au palais un moment auprès de Alpha par peur de l'AEM en 1994, a pris la mauvaise habitude de son patron, manger, dormir et ne rien faire. Alpha a rapidement perdu le fil avec le peuple. Il n'avait aucun souci. C'est pourquoi il a grossi d'un coup en un mois après son élection. C'est pourquoi il a bâclé le scrutin lors de sa réélection boycottée par la classe politique en dehors de Marie Batrou, très éloquent bien qu'analphabète, un tribun hors pair lui aussi, contrairement à Muntaga Tall l'avocat. C'est dommage. Ce qui est souple ne se casse pas. C'est pourquoi Alpha s'est imposé comme le candidat naturel de l'ADMA. Chaque camp de l'ADMA pensait l'avoir dans sa poche, ou disposer des moyens de le mettre hors jeu. Alpha était le seul à avoir l'éloquence de ATT. C'est son éloquence qui le plaçait devant ses deux mentors Malamine et Dion Kouda. C'est eux et Adamba, sa femme, qui ont fait de lui un président.
J'ai toujours pensé que Adam Ba était trop bien pour Alpha, mais à chacun sa chance. Ça fait 29 ans que Dion Kounda, le protégé de mes petits camarades de l'ENI à l'époque, conseille les présidents. On l'avait surnommé dans son dos, Mogolan Kolokuntigi. C'était notre chef de green à la récréation, et nous on était les Mogolan Kolo. Tout comme Alpha, ATT était très proche de Dion Kounda qui est proche de tout le monde en réalité. Il n'a aucun problème avec personne, et il est capable du meilleur comme du pire. Quel que soit le problème, il a toujours une solution, honnête ou tordue, ou les deux à la fois. ATT le consultait régulièrement durant tout son mandat. Ce qui prouve qu'il est très intelligent aussi. ATT était le moins souple pour durer en tant que premier président, et il fallait respecter les textes de la transition sur lesquels ils étaient prêts à s'asseoir, exactement comme ils se sont assis sur la Constitution à partir du 24 mars 2012 en allant voir Sanogo pour le mettre dans le jeu politique. Il faut arrêter tous les politiciens qui ont soutenu Sanogo, afin de bâtir un avenir plus serein pour le Mali. Ils n'hésiteront pas à impliquer d'autres pays dans les affaires internes du Mali. Ils ont impliqué Blaise, alors ils ont invité la France ou n'importe quel pays qui se sentait capable de s'immiscer dans nos affaires internes et de faire ce qu'il veut au Mali. J'aurais pu moi aussi faire appel à la France ou aux USA le 21, 22 ou 23 mars 2012 contre les mutins ou pour protéger le nord et le centre désertés par l'armée. Mais cela aurait été dramatique comme on l'a vu, mais au moins ça m'aurait permis d'éliminer tout le monde du jeu. J'aurais alors à moi seul détruit la souveraineté, bafoué l'honneur et la dignité du peuple, des martyrs, des ancêtres, et de tous les démocrates et tous les révolutionnaires du monde entier. C'était la solution facile, égoïste, indigne, déshonorante, au même titre que de vouloir m'accaparer du pouvoir avec les mutins. Heureusement pour Dion Kounda qu'il était hors du pays pendant la mutinerie, sinon les mutins l'auraient arrêté exactement comme tous les grands proches d'ATT à l'instar de Modibo Sidibé et Soumaïla Cissé. Il avait moins de chances de s'en sortir comme Soumaïla ou Modibo, car en l'absence d'ATT c'était lui le président légal et légitime du Mali automatiquement. C'est la loi. ATT connaît mes liens avec Dion Kounda. Il me connaît aussi. Il savait que j'allais veiller sur le pays et sur la démocratie avec mes maigres moyens, y compris au péril de ma vie et sans aucun égard pour mon propre avenir. J'allais faire le boulot pour lui et Don Kounda, mais surtout pour le Mali et le Mali seul. Leurs intérêts coïncidaient avec ceux du Mali et de Bamako sous les coups de feu. Leur intérêt c'était le retour au calme tout simplement. C'était l'intérêt de la classe politique affamée également. Je n'ai vu aucun d'eux auprès des mutins quand je me battais pour ramener les militaires dans les casernes et les Bamakois au travail. Au début de la mutinerie, je croyais que ATT était de mèche avec les mutins. Je croyais qu'il voulait m'éliminer du jeu pour rester au pouvoir. Je me souvenais de mon entretien avec Nouhoum Togo que j'étais allé saluer à mon retour de Paris. Une habitude que j'ai entretenue même durant mon exil. Je cherchais tous les anciens camarades partout dans la ville de Bamako à chaque visite au Mali. Mon chauffeur et jeune frère Segui Fomba m'en est témoin. Je partais même chez Oumar Meriko pour lui mais aussi pour voir sa femme Korotumu Terre qui est une amie et une combattante de la première heure qui a d'ailleurs fait concrètement plus pour l'AEM que son fainéant, déserteur et imposteur de mari qui quittait immédiatement sa maison une fois que j'arrivais chez lui, ou me donnait simplement de faux rendez-vous et me laissait seule avec Korotumu et leurs enfants. Et pourtant à chaque vacances au Mali je faisais un long trajet de Bako Djikoroni à Djolibougou juste pour le saluer à Radio Kaira ou chez lui. Alpha et ATT sont les seuls que je ne fréquentais pas à cause de mon dégoût des courtisans qui les entouraient et les isolaient complètement des rares personnes qui pouvaient leur dire la vérité et qui ne mangeaient pas dans leurs mains. J'ai été le seul à combattre ATT durant la transition de 1991 pour son propre bien et sa propre sécurité. Il n'aurait pas tenu au pouvoir entre 1992 et 1997. C'était trop tôt pour lui. Il allait se suicider s'il parvenait à changer les textes et à se faire élire. Ça aurait été un coup d'État en réalité. Il le savait aussi. Tout le monde le savait, mais tout le monde allait le laisser faire.
Alpha n'aurait eu que ses yeux pour pleurer. Mais il aurait eu sa chance rapidement, car ATT serait victime d'un coup d'État ou d'un soulèvement populaire au bout de 2 ou 3 ans de mandat dans l'euphorie de la Révolution. La plupart des gens ne pensent pas assez pour voir les choses lointaines invisibles à l'œil. Je passe mes journées à penser depuis enfant. Je ne peux pas passer une journée au milieu des gens sans trouver 30 minutes pour penser. Si je le fais pas dans la journée, je le fais avant de dormir. Parfois cela me fait passer des nuits blanches. Il faut penser. C'est la matière grise, la richesse la plus importante. Il faut l'utiliser tous les jours, à chaque instant, intensément, sérieusement et humblement, avec l'esprit et le cœur totalement ouverts en même temps. C'est ça le vrai secret de la force. Je n'ai pas perdu mon temps pendant ces 7 dernières années. Une nouvelle classe politique est prête après quasiment 7 ans de formation dont les 3 dernières ont été très intensives. Des cours dans des publications longues de plusieurs pages, des points de vue sur tous les sujets, sur les réseaux, avec plus de 15 000 auditeurs dont plus de la majorité est venue spécialement pour s'instruire. Même plusieurs conseillers à la présidence suivent mes publications et sont des contacts directs sur Facebook ou LinkedIn. J'observe parfois mes lecteurs plus qu'ils ne m'observent. Je sais qu'une nouvelle génération politique avec des leaders sérieux, ceux qui m'ont lu tous les jours, est prête à prendre la relève. Elle ne le sait pas, mais elle est en fait mieux préparée que la classe politique affamée qui a pris le pouvoir en 1992 avec Alpha et l'ADMA. L'avenir est radieux si elle arrive à nettoyer le pays de la vermine, et à choisir ses propres leaders avec beaucoup de sérieux, le cœur et l'esprit ouverts, et non avec la gueule grande ouverte à l'instar des affamés qui pillent le pays et rendent malheureux le peuple depuis 28 ans, en mettant la sécurité et les vies des populations en grand danger, du nord au sud, d'est à l'ouest, dans les villes et dans les campagnes. En 1991 la jeunesse haïssait les riches, c'est d'ailleurs sachant cela que l'ADMA voulait arrêter les riches commerçants pour lancer ses propres hommes d'affaires. L'AEM a sauvé la chambre de commerce de cette purge injuste, malhonnête et déloyale au relent faussement marxiste. Je savais que certains de mes vieux compagnons étaient vraiment affamés, et ont vite changé de conviction une fois au pouvoir. Alpha en est le premier. Le Mali tout entier a vu de ses propres yeux la vitesse avec laquelle il a grossi une fois à Koulouba. J'ai voyagé une fois au milieu des moutons dans un camion plein entre Ségou et Sikasso où j'avais un meeting au stade de Sikasso le lendemain alors qu'à 18h j'étais encore à Ségou sans un sou en poche. J'ai souvent fait l'autostoppeur. C'était le prix de mon indépendance totale. Aujourd'hui la majorité des jeunes courent derrière les riches pour avoir l'argent soi-disant pour défendre les pauvres. Réveillez-vous jeunes et vieux, hommes et femmes. Chacun doit changer pour que le Mali change dans l'intérêt de chacun et de tous. Dion Kounda, Alpha, Amadou, Ibrahim, je suis en avance sur vous. Vous le savez individuellement de vous à moi, en dépit de la gloire, du pouvoir et du miel enivrant des flatteurs affamés qui vous font croire que vous êtes les meilleurs au-dessus de tous, et plus forts que l'ensemble des Maliens réunis. Aucun de vous ne savait que Moussa pouvait être renversé à une semaine de son congrès qui était prévu pour le 25 mars, ou même à un jour du début de la Révolution le vendredi 22 mars 1991. Je ne vous ai pas approché pour votre sécurité, pour être en mesure de servir de recours, en vous protégeant et en protégeant les Maliens du mieux que je pouvais, face à votre politique de corruption et de laisser-aller qui m'a écœuré et m'écœure encore au plus haut point. Il est temps de laisser la place à vos cadets, et non à vos enfants et à vos amis corrompus, sinon vous ne vous en sortirez pas, car eux ils ne s'en sortiront pas face au peuple et à ses différentes composantes que vous n'avez fait que décevoir gouvernement après gouvernement. Vous leur avez donné le mauvais exemple de ce qu'il ne faut pas faire au pouvoir, malgré l'exemple de Moussa Traoré que personne ne croyait voir en prison ou hors de Koulouba de son vivant après 23 ans de pouvoir sans partage qui l'ont vu éliminer brutalement et très cruellement ses propres amis pour le pouvoir, vendant l'aide alimentaire pendant que le peuple mourait de faim, affamant au passage le pays avec des fonctionnaires qui pouvaient faire 6 mois sans toucher leur maigre salaire. Pendant que son ami le général Sekouli avait des climatiseurs pour rafraîchir son cheptel de vaches hollandaises incapables de vivre sous notre très chaud climat sans climatisation.
Ne vous leurrez pas, ne vous laissez pas enivrer par l'argent, le pouvoir et la gloire. Jamais. Le pouvoir pour un homme ou une dynastie a toujours une fin. Regardez ma généalogie. Yesodaba, le grand-père de mon grand-père, était si riche et si prolifique qu'avant d'être roi du Tiendougou, il défiait les gens en disant « Celui qui arrive à coiffer tous mes enfants et mes petits-enfants dans une seule journée, il aura l'équivalent en or du poids de leurs cheveux. » Personne n'a tenté pour relever le défi car c'était impossible. Les 7 ans de guerre contre Seriba Bolodiadis et Mori Touré a failli nous décimer totalement. Regardez-moi, allez-y à Zandiela dans la famille de Yesodaba, nous sommes tous pauvres et moins nombreux que les seuls enfants et petits-enfants de Yesodaba au XIXe siècle. Le pouvoir, l'argent, la gloire, c'est rien. Il faut veiller sur la famille et sur l'humanité tout entière, proche et lointaine, c'est ça la mission de l'individu et le rôle de l'univers. Vive la famille unique et indivisible du Mali. Agibou Koné, président du mouvement Ayélé, ouvrir. Président du bureau de coordination de crise de l'AEEM du 19 au 26 mars 1991. Président du gouvernement fantôme du Mali. Enseignant-chercheur en interdisciplinarité. Auteur du livre de la famille, du manifeste de l'humanité, de la fonction de l'individu et du rôle de l'univers.